Bonsoir, buonasera. Tout le monde parle italien là? Non. Non. D'ailleurs, ce sera en français. C'est une communication un peu en français sur un personnage italien et lors d'une occasion italienne, italo-italienne, qui se fait un peu partout dans le monde. Nous sommes au premier jour de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. C'est déjà la 9e édition. La semaine de la cuisine a commencé il y a justement 9 ans. Et tous les ans, la 3e semaine de novembre, nous nous retrouvons à décliner, à parler, à analyser des éléments de la cuisine italienne. Et un peu dans notre mission, dans notre style, nous le faisons régulièrement, de façon un peu culturelle. Et on a voulu commencer donc à inaugurer la semaine avec Michel Pierre déjà, et pour parler à nouveau d'une cuisine du monde, les cuisines des racines, comme suivant les thèmes de la semaine de la cuisine de cette année, mais aussi la cuisine du monde, comme Corto Maltese a voulu l'interpréter, la dessiner, la voir. Donc, on est parti de ce livre. Déjà, je vous dis, je remercie aussi la présence de Madame Chiara Petracca, consul général d'Italie à Lyon, pour donc commencer à analyser à partir de ce livre, comme on a mis dans la présentation de l'événement. Et cette année à Lyon, on a pu voir une très belle exposition sur Corto Maltese, peut-être vous l'avez vu. Il y avait aussi l'implication de l'Institut culturel italien, et c'était l'exposition Corto Maltese, Vita, Opera et Biographia au musée des tissus. Et c'était le mois de juin, mai, juin, juillet, et pour donner une sorte de pont entre cette exposition-là et la prochaine exposition qui se tiendra, c'est une avant-première, mais on a déjà les dates. À partir de fin janvier, la même exposition sera présentée et interprétée d'une façon un peu différente, parce que ce sera à l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, toujours les mêmes panneaux, mais destinés un peu à faire découvrir cet auteur et ce personnage aux étudiants. Et ce sera donc toujours sous un format clair, assez immédiat, pour présenter des aspects de Corto Maltese. Nous nous trouvons maintenant entre les deux expositions, mais on ne parlera pas exposition, on parle surtout de ce livre, Cucinare con Corto Maltese. Alors, je parle de l'italien, d'autant plus que ce livre est à disposition, est en vente grâce à Cristiano Pelagatti dans la version italienne, et on a pu aussi repérer 5 exemplaires du même livre en français pour Castellman. Et on part de ce livre parce que les auteurs sont deux, c'est Ugo Pratt et Michel Pierre. Michel Pierre, je dirais 2 mots, mais je pense qu'il pourra continuer la présentation par lui-même directement. Et c'est un Breton qui est maintenant à Lyon et qui est né dans le Morbihan, mais il est écrivain. Il a une expérience d'écriture de livres d'histoire, parce qu'il est historien aussi. Il est expert de la partie des colonies françaises. Il a représenté aussi la France en différentes occasions et situations, en tant que conseiller culturel en Algérie, je crois.
Et aussi, il a travaillé, il a été directeur de l'Institut français de Florence. Ça croise beaucoup de choses là pour ce soir. Oui, il y a un peu d'Italie, un peu de France qui sont croisés. Surtout, il a collaboré en 1994 avec Hugo Pratt pour réaliser des bouquins, mais il les connaissait depuis longtemps déjà, parce qu'il est biographe de Hugo Pratt. Alors, la première question, ce sera comment ce projet de cuisiner avec Corto Maltese a trouvé sa naissance. De quoi? La réponse est logique, c'est un projet qui est né à table. Donc j'étais effectivement à ce moment-là, on doit être en 1994, donc j'étais à Florence, et Hugo Pratt, qui était encore vivant, il n'est pas encore tombé malade, habitait Lausanne, donc entre la proximité de Lausanne et de Florence, on se voyait assez souvent parce que j'avais déjà avec lui fait un livre sur Corto Maltese comme historien qui apportait toutes les preuves en tant qu'historien de la véritable existence de Corto Maltese. Parce qu'on croit que c'est un personnage de fiction, mais c'est entièrement faux. Il a vraiment existé. Et donc, Hugo, qui aimait beaucoup ces situations où le faux, le semblant, le vrai, il adorait ça, y compris quand il racontait sa propre vie. En tant que biographe, puisque tu le signales, c'est une biographie que je prépare pour le 100e anniversaire de sa naissance, donc en 2027. Quand j'ai accepté de faire ce travail, j'imaginais pas que ça allait être aussi compliqué. Parce que Hugo a fait beaucoup d'interviews, d'entretiens, il y a des livres, mais simplement, il a raconté sur sa propre existence à peu près n'importe quoi. Donc quand on est biographe du n'importe quoi, c'est compliqué, et mon travail, c'est pas non plus de dire « oh non, là, Et quand il y a des endroits du monde que je connais bien, et Hugo m'en parlait, mais on ne parlait pas du même pays, quoi. Et un jour, mais l'anecdote est connue, je lui ai dit, écoute, Hugo, là, c'est pas possible, ce que tu me dis, là, ça marche pas, là. En l'occurrence, c'était sur la Guyane française. Et là, il a eu cette réponse magnifique. Il m'a dit, arrête de m'embêter, ce sont mes souvenirs, puisque j'ai choisi de les inventer. C'est magnifique pour un écrivain, pour un créateur comme lui. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir maintenant à travailler sur la vraie biographie, où on s'aperçoit du reste que la véritable existence de Hugo est encore plus formidable que finalement ce qu'il en a raconté lui-même. Bon, juste un exemple qui va nous ramener dans la région du reste, parce que Hugo Pratt avec 2 T vient de son grand-père avec un seul T, Joseph Pratt, né à Avignon. Donc on n'est pas du tout dans l'imaginaire de Hugo, qui son ascendance anglo-saxonne ou pour partie juive à Venise. Tout ça, c'est de la création personnelle. En fait, toute la famille de Hugo est totalement française, au moins par son père, depuis le XVIIe siècle. Ce qu'on n'imagine pas du tout quand on... Donc voilà, donc j'avais fait ce livre sur Corto Maltese, et puis ensuite nous avions fait un livre sur les personnages féminins des femmes de Corto, et puis donc j'en reviens, on déjeune à Florence, et puis je pense que c'est lui qui a eu l'idée, il m'a dit mais est-ce que ce serait pas amusant de faire les recettes de Corto Maltese à travers le monde. Alors là ça m'intéressait d'autant plus parce que tu évoquais mon ascendance bretonne, qui elle est réelle, hein, je tiens à le dire. Et donc il se trouve que mon frère a un bateau, que moi je ne sais pas comment ça marche un bateau, mais j'ai l'avantage de ne pas trop avoir le mal de mer, ce qui fait que je descends en bas et je fais la cuisine. Et donc, quand on a pensé aux recettes de Corto Maltese avec Hugo, évidemment, on n'allait pas présenter de la choucroute ou du bœuf en daube, quoi. Donc il fallait... On a commencé à travailler, mais hélas, il est décédé l'année suivante, à travailler avec un certain nombre de contraintes. C'est-à-dire, les recettes se font dans un bateau, pour 4 personnes, avec ce qu'on embarque sur le bateau,
qui peut tenir quelques jours, voire quelques semaines. Donc évidemment, c'est du poisson, sont des pâtes, les épices qu'on peut amener et qui ne vont pas se désagréger en chemin. Donc on avait commencé à travailler, puis Hugo étant mort à l'été 1995, le projet s'est arrêté, mais les ayants droit, je crois qu'on doit être dans les... Je vérifiais, oui, à la fin des années 90, début, même plus tard, excusez-moi, je vérifie la date, oui, c'est même en 2007, donc on est presque vraiment 12 ans après la mort de Hugo. Les ayants droit m'ont demandé si ça m'amusait, si ça m'intéressait de reprendre le projet. Donc j'ai repris le projet, j'ai rassemblé des recettes sur lesquelles on avait commencé à songer avec Hugo, puis j'ai prolongé d'expériences personnelles, du pays que je connais plus ou moins, et de recettes que j'ai pu faire aussi sur un bateau. Alors justement... Et ça, c'est la première édition. La première édition en français. Alors en 2007 en français, ça s'appelait Carnet de Cambuse. C'était une jolie maquette que Patrizia Zanotti, l'ayant droit de Pratt, avait fait, spiralée, donc il y a une petite histoire à gauche, pardon, et puis la recette pour 4 personnes. Ensuite, il suffit de faire une règle de 3 si on est 12, hein, c'est pas important. Et c'est un projet aussi, alors je tiens à le dire, qui m'a amusé parce que on y a associé l'un des plus grands sommeliers italiens. Voilà, pour la partie italienne. On y arrive justement, voilà. Mais avant d'arriver à l'édition italienne qui est particulièrement précieuse. Donc Hugo Pratt, cuisinier, Michel Pierre, cuisinier et navigateur. Et dans l'édition 2022, les recettes qui sont considérées sont divisées par section. Il y a la section Profumi di Gioventù, Scali, Escale, les saveurs, Scali nel Méditerranée. Et pour chaque section qui arrive jusqu'à l'Afrique, l'Atlantique, la Méditerranée, pour chaque section, il y a un choix de recettes. Moi, je regarde à ce moment-là la Méditerranée. Il y a Venise, il y a la Sardaigne, il y a Trapani, Soverato, Syracuse, mais aussi Salonico, Bosphore, Alessandria, Damasco, Petra. Je suis en train de lire en italien. Et avec ces recettes qui sont divisées par continent, je dirais, avec ça, vous avez associé un des plus grands sommeliers et, je dirais, les plus grands chefs cuisiniers, parce qu'il y a ces recettes de la Cucinare con la Brigata di Massimo Bottura. Massimo Bottura, vous savez qui c'est. Et il a rajouté donc aux recettes de Corto Maltese, Hugo Pratt, Michel Pierre, disons, à cet univers-là, il a rajouté des recettes de sa jeune brigata qui travaille maintenant un peu partout dans le monde avec ses recettes de riso rosso d'un chef qui travaille à Tokyo. Itako Ditaka, c'est un chef japonais qui vient en Italie. Ou encore Jessica Roswald qui travaille à Modène avec les recettes aussi des plus grands vélisti. Traduction de vélisti, navigateur de voilier ou en bateau à voile. C'est plus clair en italien. Oui, vélisti. On va dire navigateur. Navigatori. Et donc il y a aussi ces recettes. Parmi le groupe de navigateurs, il y a Giancarlo Pedote et je crois que tu voudrais qu'on parle aussi de Giancarlo Pedote qui est un lupo solitario, un véliste qui actuellement est en train de faire le Vendée Globe. Oui, alors Giancarlo Pedote qui habite en Bretagne, c'est pas tout à fait un hasard, il y a un bateau qui est parti de l'Orient. Et il propose une omelette justement qui s'appelle omelette Vendée Globe dans le texte. Et quand la semaine dernière j'étais très content après les premiers jours du Vendée Globe parce que Giancarlo était en tête. Alors, je me dis tiens pour la semaine prochaine quand on va présenter
le bouquin, ça va être formidable. Hélas, ce matin, il est 12e, mais pas grave, il n'est pas très loin du premier, il n'a pas tout à fait choisi le bon parcours. Et je signale du reste, il y a une interview sur Internet de lui d'une quinzaine de minutes qui est assez passionnante. Effectivement, c'est un navigateur, mais alors moi je suis peu navigateur, je suis historien, mais lui, il est très navigateur, mais il est florentin et philosophe au départ. C'est un philosophe qui est effectivement une forme de solitaire. Et il explique très bien pourquoi et comment il fait de la voile, et en plus, il fait de la cuisine. Alors son omelette, elle est comment dirais-je, elle est vigoureuse, vu le nombre de piments de Cayenne qu'il met. C'est mieux quand on commence à aborder les 40e rugissants ou les 50e mugissants. Donc il y a d'autres navigateurs italiens qui sont un peu connus de la corporation, mais lui c'est effectivement d'abord c'est le seul candidat italien de la trentaine de concurrents cette année, et il avait déjà il y a 4 ans fait le Vendée Globe, il est arrivé 8e, ce qui est quand même un rang honorable, et je suis très fier dans cette version italienne d'accueillir une de ses recettes. En lisant les recettes possibles, inventées, accompagnement, je sais pas, le corto maltese. Moi, je me suis demandé la fricassée di aragoste al rum. Traduction en français. Oui, ça va être. Oui, c'est le mot rhum. Fricassée, c'est. On fait revenir au rhum, on fait brûler, comment dirais-je, on fait. Oui. Ça, je le trouve une recette possible pour corto maltese. Et pour toutes les recettes, il y a l'accompagnement aussi de vin. Pour chaque recette, il y a un vin qui est proposé par le chef Mazzitelli, un des plus connus, les chefs qui a aussi fait une petite préface, aussi Massimo Bottura a fait une préface pour ce livre. En italien toujours, je parle de la version italienne, qui est d'ailleurs celle qu'on a à disposition pour la vente. Il y a quelques versions françaises aussi. Hein. Ouais. La cucina modernissima di Corto Maltese, i suoi vini tra anachronismo et divertissement. Et pour cette fricassée, il propose un vin du Alto Adige de 2019, Kerner DOC, à servir à 10-12 degrés. On est précis. On est très précis, mais c'est aussi une belle collection de recettes. Et moi, j'aurais aimé savoir laquelle, et aussi quel vin aurait mis Ugo Pratt dans une des recettes, selon toi, qu'il aurait aimé déguster ou préparer. C'est effectivement difficile à dire, d'autant que Ugo, chez lui, dans la villa de Lausanne, il avait une cave magnifique. Et lui-même faisait très bien la cuisine, et particulièrement cette chose essentielle qui est la cuisson des pâtes. J'ai rarement vu quelqu'un réussir à ce point la cuisson des pâtes, et quelqu'un aimait aussi tant la table, la cuisine, rester des heures, quoi. Alors soit parfois au restaurant, soit quand c'était lui-même qui faisait la cuisine à Lausanne. Plus rarement, moi je l'ai vu qu'une seule fois à Malamocco à Venise, mais là il avait un restaurant juste à côté qui lui préparait ses poissons. Mais il était aussi très... le côté cuisine française, par exemple, il était très tripier. C'est-à-dire les rognons de veau, les tripes, le florentine ou pas du reste. Et pour l'anecdote, elle est aussi connue, sur l'appétit de Ugo, c'est la seule personne au monde que j'ai vue une fois dans une brasserie à Paris reprendre des rognons de veau après les profiteroles qui avaient suivi les premiers rognons de veau. Et arrosé par 2 ou 3 bouteilles, effectivement. Après, moi, je me mettais à la diète pendant quelques jours, parce qu'il fallait suivre quand même. Donc on avait commencé. Rognon, profiterole rognon, toi aussi? Oui, non, pas. Non, la deuxième tournée, j'ai pas pris les rognons, mais c'était assez fascinant. Et donc,
après, effectivement, c'était le choix des recettes dans l'univers de la Méditerranée, sur l'Afrique et sur le Pacifique. Parce que, évidemment, si je me limitais qu'à l'univers de la mer et des poissons, j'étais un peu contraint. Donc il y a des recettes aussi qu'on fait en temps d'escale. Et comme il s'agit de l'univers de Corto Maltese, je me suis amusé à mettre quelques recettes absolument authentiques, mais qui sont un peu plus difficiles à faire. Par exemple, à un moment, on peut considérer qu'il y avait aussi le goût de Hugo Pratt, du désert, du dromadaire, etc., des méharistes. Et j'ai une recette dans le livre qui sont le pied de dromadaire à la vinaigrette. Mais je vous assure que c'est une vraie recette que j'ai trouvée. Comme tu disais, moi j'ai pas mal publié sur l'histoire coloniale française, et ne serait-ce que sur l'exposition coloniale qui a eu lieu à Paris en 1931. Et en travaillant la question, j'ai découvert un livre en français qui s'appelait, publié en 1931, « Les belles recettes de nos colonies ». Quand vous êtes historien, que vous trouvez un bouquin pareil, c'est le bonheur absolu, quoi. Donc, et dans les belles recettes de nos colonies, j'ai trouvé, j'en croyais pas mes yeux, le pied de dromadaire à la vinaigrette. Alors là, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de vous remplacer le pied de dromadaire par un pied de cochon, hein, c'est pareil. Mais quand même, quand j'ai trouvé cette recette, donc j'en ai mis une ou deux comme ça, qui sont des recettes d'ethnologues aussi, ou d'ethnographes, ou de ces temps anciens. J'ai une recette, mais là, celle-là, elle est plus récente, puisque je l'ai vu faire, qui est la recette une recette de vipère du Cameroun. Ça, c'est plus réel, vous pouvez encore le faire aujourd'hui. Le dromadaire, c'est plus difficile. Alors, oui, j'ai quelques questions. Oui, pardon, juste un mot. C'est Maditelli, comment dirais-je, qui choisit les vins, etc. Et il y a une chose qui nous a amusés, c'est que dans la première version, dans la première édition, pas dans celle-là, je ne sais plus quel vin, on a un Bordeaux qu'il conseille pour un plat, et j'ai regardé le prix du Bordeaux, ça coûte le prix du bateau, quoi. Donc ça, évidemment, c'est assez... Je ne sais plus lequel qu'il avait choisi en 2007, mais c'est un vin qui, depuis, a très bien continué sa propre vie. Bon, alors là, maintenant, Antonio, qui considère que tout vin qu'on achète et qui dépasse 20 ou 30 euros est totalement à exclure, il aurait pu faire le même choix. Ok. Non, là, je m'étais amusée à chercher. Moi, je partage uniquement la ville de naissance avec Hugo Pratt qui est Venise. Donc, j'ai cherché les recettes de Venise. J'ai trouvé la Gran Seola, la vénétienne. Et c'est quelque chose c'est une recette qui, je me demande déjà. Tu l'as goûté, tu l'as faite, tu l'as préparée Pas directement, mais alors à chaque fois que je vais justement, à chaque fois que je vais chez les ayants droit, chaque fois qu'on va chez Kong, on peut dire, on fait quelques recettes. Et puis, si j'en ai fait un grand nombre quand même. Mais, alors la Gran Seola, la traduction on peut dire l'araignée, le crabe, oui, entre le crabe et l'araignée. La Gran Seola, c'est un mot vraiment vénitien, et c'est quelque chose qu'on prépare entre novembre et janvier, parce que c'est la période où il y a les corails à l'intérieur de la Gran Seola. E là mi ricordo di un'ottima cena in una casa di Malamocco. La casa si affacciava sul mare, mi sembrava di essere a bordo di una nave, pronto a partire. Dans les livres, il y a bien sûr la recette. Il suffit d'avoir 2 grains séolés, des herbes, du vinaigre, du citron, du persil, de la salade, de l'huile, du poivre, du sel. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et... Si je peux me permettre, il y a juste une différence de saison. C'est qu'effectivement, l'araignée ou les grands crabes qu'on peut trouver à Venise, je pense en particulier aux araignées, on les trouve en France beaucoup plus tard dans la saison. Ouais. C'est plutôt juin, juillet.
en Bretagne ou ailleurs qu'on trouve ces grands crabes, ces araignées. Et le livre qu'il propose, que Mazzitelli propose, c'est un Pinot Gris de Vénétie, qui est entre la Vénétie et les Friuli, Venezia Giulia. Donc ça nous revient à elle. Nous sommes de ces régions-là. Et voilà, j'avais cette question, j'en avais une autre aussi, parce que Michel Pierre a aussi organisé, préparé, donné ses avis, ses analyses, travaillé sur l'histoire, sur les calendriers, les chronographes, sur la partie chronologique, mais aussi en temps réel, sur la partie géographique, lors de l'exposition de 2018 au Musée des Confluences. Tu m'avais raconté une anecdote récemment, pour parler du choix. Cette exposition avait été proposée à Paris et finalement au musée Branly et Branly. Branly? Non, Branly, c'est juste, oui. Musée des Arts. Mais finalement, il l'avait refusé au premier moment, sauf la redemander après, vu les grands succès de Lyon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que je crois que tout le monde a vu cette belle exposition. Je ne sais pas, oui, peut-être une partie d'entre vous ont vu l'exposition il y a quelques années au Musée des Confluences, où nous avons fait dialoguer des grands agrandissements de Hugo avec les objets des collections du Musée des Confluences et de quelques objets du Pacifique ou de masques africains venus également d'ailleurs. Au départ, en 2000, je vais être précis, en 2006, c'est une idée de Patrizia Zanotti, qui est la directrice de Cong, donc qui est l'ayant droit de Prat. Moi, j'étais toujours au ministère des Affaires étrangères et je m'occupais de l'archéologie française à travers le monde. Elle vient me voir à Paris et là, elle me dit, mais tiens, ce serait peut-être intéressant de voir si on ne pourrait pas faire une grande exposition de l'œuvre d'Hugo Pratt en dialogue avec les objets du musée du Quai Branly. Je connaissais l'un des conservateurs du Quai Branly. On a commencé à travailler la question, mais vraiment sérieusement. Et puis, ce conservateur est parti s'occuper du musée de l'Homme à Paris, et son successeur, bien évidemment, a considéré que c'était une idée absurde et a tout enterré et fait une exposition sur Tarzan. On restait dans le domaine. Bon, donc, le projet Hugo Pratt était terminé, puis c'est un projet qui ne pouvait exister, qui ne peut exister qu'avec des objets qui rentrent en dialogue avec l'univers d'Hugo Pratt. Bon, le hasard de la vie a fait que la directrice du musée des Confluences, par ailleurs, était ma femme, avant qu'elle prenne ce... encore toujours, hein, elle est toujours, c'est pour ça que je veux dire. Mais quand elle a pris la tête du musée, elle m'a posé la question, qu'est-ce que devenait le projet? Je dis, non, il n'y a plus rien. Et là, on se trouve dans ces cas-là, dans une situation un peu bizarre, où madame dirige un musée et monsieur s'occupe d'une expo. Ça, je ne voulais pas entendre parler de ce genre de choses. Donc, ce sont l'équipe et les conservateurs du musée qui ont monté l'affaire. Ensuite, j'ai effectivement aidé à l'expo. Et c'est vrai que le succès de l'expo qui à Lyon a dépassé les 500 000 visiteurs a fait que les nouveaux dirigeants de Branly sont venus et ont demandé à Patrizia et à moi-même pourquoi l'expo n'avait pas été faite à Paris. Donc là, on a des petites joies sur lesquelles on n'insiste pas. Quoi. Vous l'avez pas voulu, écoutez, vous pouvez repartir. Hein. Maintenant, on était très contents de la faire. Et alors, ce type d'exposition, là je vais sur l'actualité, continue et va se développer particulièrement en Italie et à Sienne l'an prochain. Et donc là, pour la période pour l'été. De célébration aussi, parce qu'en 1995, Hugo Pratt est décédé dans ses 30 ans de sa mort l'année prochaine. Et en 2027, il y aura les centenaires de sa naissance. Voilà. Donc en Italie, il y a des expositions
expositions qui vont avec le même principe. Mais là, ce que nous faisons en Italie, finalement, qui est aussi une autre solution, même si les expositions n'auront peut-être pas l'ampleur de celle du musée des Confluences, il est extrêmement difficile, en fait, d'emprunter des objets à des musées. D'abord parce que c'est normal, il y a des problèmes de conservation, des problèmes d'assurance, des problèmes que tout soit parfaitement préservé. Et donc maintenant, on a trouvé la solution en particulier pour l'univers, bon, on le voit à l'arrière de cette couverture, qui était le plus traité par Pratt, c'est-à-dire l'univers du Pacifique et tous les objets qui peuvent venir d'Océanie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc la solution qu'on a trouvée avec un ami également en Bretagne, qui une fois par an part en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour ramener 1 ou 2 containers d'objets, achetés toutes les conditions légales, hein, je tiens à le dire, c'est pas du pillage. Et comme le taux d'hygrométrie en Bretagne est à peu près le même qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a une grande ferme et des granges dans lesquelles il a des masques, des choses absolument somptueuses, à des prix tout à fait abordables. Et donc finalement, avec la Congue, nous avons acheté des masques, des boucliers, tout un ensemble d'œuvres de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui fait que ça devient la propriété de Congue et que maintenant, pour présenter des expos avec des agrandissements, avec des objets, nous avons une autonomie que nous n'avions pas avant. Et si l'été prochain vous êtes à Sienne... Il faudra commencer par Sienne. Oui, voilà. Ce sont des expos qui auront lieu, qui vont circuiter même, mais qui se tiendront surtout en Italie. Ah oui. Entre 2025 et 2027. Donc c'est aussi une occasion à voyager pour apprendre à voyager avec Corto Maltese en commençant par ces expos en Italie. Je me permets, on fera quand même plus près d'ici, dans un très beau site qui est la Saline Royale d'Arquessenan, entre Besançon et Dole. On prépare une exposition pour l'été prochain sur Corto Maltese. Pas sur Hugo Pratt, mais sur le... Je crois que Dole est en Bourgogne. Ce n'est pas notre région. Si, c'est encore... C'est Franche-Comté. C'est Franche-Comté, c'est Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas notre région. Oui, c'est pas notre région. Mais on ira... Non, c'est pour dire par rapport... Mais on pourra faire un voyage. Oui, surtout. Ce n'est pas trop loin. Je suis en train d'écrire ce qu'on appelle les textes de salle, donc d'accord, ça se fera. On va organiser donc cela. En vérifiant les trois éditions qu'on a sous la main, bien sûr, c'est toujours, cette édition est très très belle, mais je crois que l'italienne a aussi tous ces dessins, tous ces aspects de Hugo Pratt pour souligner, pour interpréter. Il y a moins de plans, peut-être. Dans la première, il y avait... Non, c'est la même... de plans, des cartes. C'est la même iconographie qui est choisie. Oui, non, je dis les cartes géographiques, peut-être qu'il y en a un peu plus dans les carnets de la Cambuse. Non, on a à peu près repris. Non, c'est le même matériau de départ, la version italienne. Moi, je trouve que c'est très, très délicat, très dessiné avec tous ces dessins. Je me sens un peu responsable de 3, donc ça va. D'accord. Et donc, tes recettes, il y a une recette que tu peux conseiller, que tu peux dire, ah, faites-la. Moi, je conseillais la granceole, mais est-ce que tu aurais peut-être quelque chose qui est parmi tes recettes préférées? Je ne sais pas. Non, je crois que il m'arrive quand même le week-end de me balader, puis de choisir des choses à manger, à préparer. En fonction évidemment des poissons qu'on peut trouver. Il y a un jeu sur le voyage quand même. Bon, si je prends l'Afrique, par exemple, le poisson que celles et ceux parmi vous qui connaissent l'Afrique, qui s'appelle le capitaine, bon, on n'en trouve pas obligatoirement au Paul Bocuse régulièrement de prendre ce type de poisson. Autrement, moi je me suis fait plaisir avec une recette bretonne qu'on appelle la cotriade, qui est une sorte de bouillabaisse en fait, mais là je me suis amusé
Et puis alors de temps en temps, non, ce qui m'amuse, j'ai quelquefois des amis qui m'envoient un message en me disant tiens, on a essayé telle recette, et là on a toujours peur de la suite, quoi. Et alors, oui. Dans les proportions. Non, la semaine dernière, c'est quelqu'un qui avait fait le ragoût de Tolède et ça marchait bien. Ah oui, mais je dois dire aussi que j'ai bien été aidé par un ami libanais, parce que ce livre a aussi été une partie des recettes, je les ai rédigées alors que j'étais en poste à l'ambassade de France à Alger. Donc là, j'ai un ami qui était conseiller aussi à l'ambassade, d'origine libanaise, mais né en Amérique du Sud, qui avait donc une connaissance extraordinaire des épices. Et sans lui, enfin, je le remercier dans chacun des bouquins, sans lui, j'aurais pas eu ce côté Rollinger, pourrait-on dire, pour évoquer un nom français, de la science des épices que j'ai pas particulièrement. Et c'est vraiment, ça change évidemment. Vous pouvez avoir tous les ingrédients, mais si vous gourrez ou si on se gourre dans les épices par rapport au plat ou au temps de cuisson, c'est pas tout à fait la même chose. Et sachant quand même que je restais toujours dans l'optique du bateau et des 4 personnes et des proportions qui doivent être importantes. Vous savez comme moi que pour éviter comment on dit en français, il faut, pour pas avoir le mal de mer, il faut éviter la faim, la fatigue et le froid, les 3 F. Et donc, il faut éviter la faim, et au contraire de ce qu'on croit parfois, il vaut mieux bien manger avant de redouter le mal de mer. Ne pas avoir froid, ne pas avoir faim, et ne pas être trop fatigué. Une fois que les 3 choses sont rassemblées, au moins on a aidé l'une d'entre elles. D'accord. Et donc, pour terminer cette conversation et laisser aussi quelques moments pour des questions du public, nous avons voulu approfondir un peu les recettes préparées, proposées par Massimo Bottura, donc les cuisines de sa brigade, pour i velisti, les navigants, navigateurs, i velisti. On a voulu choisir des recettes à partir de ce petit ricettario de plus qui était donc proposé dans cette liste. Et on a voulu proposer aussi des recettes à quelques, pas trop, mais un peu de personnes un peu sélectionnées qui vont goûter ces recettes ce soir dans un restaurant. Mais une de ces recettes a été préparée a été proposée, a été essayée d'abord par un des chefs italiens qui sont ici à Lyon, c'est-à-dire Lello, qui a préparé donc la fregola de Sardaigne, avec la granseola aussi, la granseola. Et il y a eu une vidéo qui a été tournée de cette préparation en italien et sous-titrée en français, qui sera disponible à partir de demain sur tous nos canaux sociaux et aussi du consulat, je crois. Et en même temps, on s'est un peu concentré sur quelques-unes de ces recettes: les petites pizzas de pain, calamarata avec burrata et safran, l'orfi impérial au four, la fregola la sèche au vermentino, non mais ce n'est pas la sèche, c'est la granseola, l'omelette en des globes, la collation du marin, les tacos de taca, tiradito de coquille Saint-Jacques et risotto à la poêle. Donc, pour créer un menu un peu spécial dédié à Corto Maltese qu'on pourra éventuellement reproposer lors de l'inauguration de l'expo à l'UCLI l'année prochaine, toujours pour rester. Mais voilà, avant de terminer cette conversation, je vous laisse, si vous avez des questions, à poser à Michel Pierre au vu de sa longue fréquentation de Hugo Pratt, et en italien ou en français, il parle italien aussi.
come volete. Il y a quelques questions. Il y a une curiosité ou des anecdotes que vous voulez demander. Sinon, ça. Puisqu'on est sur l'italien et le français. Non, bah non, ils peuvent le faire. Non, bien sûr, en je veux dire français. les problèmes de traduction, parce que effectivement le mot orphie, Orphie. l'orphie c'est plutôt un petit poisson, malgré tout, et là dans la recette, dans le comment c'est le mot italien pour l'orphie, on est Vado a guardarmelo subito. C'est les recettes de quoi? De Velisti ou de Bottura? non de Micheli. Pardon, je l'ai ici. Voilà. C'est ça. Aguglia imperiale. Et Aguglia, c'est plutôt, pour ceux qui connaissent un peu les poissons, c'est plutôt le marlin, Le merlin. qui est un gros poisson, qui est effectivement un poisson un peu comme l'espadon, tandis que l'orphie, qui est de la même famille, Oui. est un poisson beaucoup plus petit et plus étroit. On va les signaler. Donc, Voilà. désolé, ça fait un tout petit peu spécialiste halieutique, mais Il y a aussi il y a plus à manger dans le marlin que dans l'orphie. Voilà. Oui. Il y a aussi des recettes qui ont été imprimées, quelques-unes de ces recettes en italien. On les a laissées en italien. Vous avez des questions? Vous avez des observations? Florent. Si Hugo Pratt avait un bateau, et si lui, Est-ce que Hugo Pratt si Hugo Pratt avait un bateau, avait un bateau? Non, il a jamais eu de bateau personnel. Il a évidemment pas mal navigué, ne serait-ce que de se rendre en Éthiopie avec ses parents ou d'aller ensuite faire sa vie en Argentine, mais pas sur des voiliers. Par contre, il a assez souvent, de son vivant, avec Patrizia Zanotti, l'ayant droit de Kong et le mari de Patrizia, il a pas mal navigué dans les eaux italiennes et les eaux grecques. Mais il a jamais eu de bateau. Il a curieusement, pas curieusement, mais il était plus terrestre que marin. C'était par exemple, pour l'avoir vu dans ces circonstances, un marcheur incroyable. J'ai rarement vu quelqu'un avoir une telle résistance à la marche. Vraiment, c'était étonnant. Et puis, il marchait pour chercher aussi, à un moment, il va beaucoup faire d'aquarelles, comme vous le savez. Et les aquarelles, il les fait quand il a la liberté économique de le faire. Ce qu'on oublie parfois chez Pratt, c'est que l'aisance, je ne dirais pas la fortune, mais l'aisance arrive tardivement. Hugo Pratt, à 40 ans, il est chômeur. Il travaille plus au Corriere dei Piccoli, il n'a plus rien devant lui après qu'il ait fini la balade de la mer Salée pour Sergeant Kirk. Il n'a plus de travail. Et c'est là qu'il va se rendre à Paris. Bon, c'est connu, être recruté, si on peut dire, par PIF. Pif Gadget, et là on va lui demander de trouver un héros, et il va choisir à l'intérieur de la balade de la mer Salée ce personnage qui était plus ou moins secondaire, qui est Corto Maltese, et dont il va faire un héros. Mais là, c'est un fruit de l'imagination, de la mer, de ses lectures, etc. Mais lui-même, je dirais, était vraiment un marcheur redoutable. Alors ça, je ne l'ai jamais vu faire, mais on a quand même beaucoup de documents. Un très bon cavalier. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est un terrestre, qui est attaché à la terre. Et l'univers, par exemple, qui va être son univers, j'allais dire, historique, privilégié, sera celui des Indiens des Grands Lacs, au XVIIIe siècle, dont il va devenir un véritable spécialiste, y compris en termes historiques. Et quand on regarde même une grande partie des albums de Corto Maltese, en Sibérie ou la Maison dorée de Samarcande, on est sur le continent. Même si, quand on a l'Irlande, Venise, etc., même si son goût pour la mer, mais j'allais dire son goût pour Venise,
c'est l'attachement à Venise, La lagune. à la lagune, mais lui-même n'a jamais, n'a jamais eu de bateau, il n'a jamais été un fanatique de voile. Il aimait bien ça, mais pour aller d'un endroit à l'autre. On a inventé des personnages, on a inventé aussi des recettes. Oui, je sais. Non, mais là, j'ai remarqué aussi, là, il a à la bouche une petite herbe peut-être. Oui, c'est ça. Enfin, une herbe dans le bon sens du terme. Hein. C'est du Je vais pas me persil retrouver. ou Oui, de c'est thym. une épice. C'est du Oui, thym. une épice. Et là, par contre, il a une belle casserole. Il Ah, mijote. alors là, ça c'est le choix des... Alors Ouais. oui, ce qui nous a fait penser aussi à cette idée du vivant de Hugo, c'est que Corto Maltese est l'un des rares personnages de bande dessinée qui mange, qui boit, qui fume. Bon, c'est déjà un personnage adulte quand ça sort dans Pif Gadget. Hein. Il faut se souvenir que quand les jeunes lecteurs de Pif Gadget découvrent les premières aventures de Corto Maltese, ils n'y comprennent rien. Ils sont trop jeunes, c'est un univers d'adultes. Et pour l'anecdote, les dirigeants de Pif Gadget et le rédacteur en chef de Pif Gadget, ils ont toujours caché pendant 4 ans à Hugo Pratt qu'il était le dernier ou l'un des derniers dans la liste des séries préférées des jeunes lecteurs. C'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la bande dessinée. Dans Pif, ce qui arrivait en tête, c'était Rahan, la préhistoire, ou Docteur Justice, et on lui a caché que finalement son personnage, avec les lecteurs de 10-12 ans, ça ne marchait pas trop. Les choses ont... Après, Après, oui, alors, oui, bien sûr, exactement, c'est ce que les jeunes qui ensuite sont devenus adolescents ou adultes ont commencé à suivre. Mais par exemple, Hugo racontait qu'il a arrêté de travailler pour Pif Gadget. Comme vous le savez, Pif Gadget était lié au Parti communiste français. Et Hugo me disait, ou disait à d'autres, oui, on a arrêté de publier Corto Maltese dans Pif Gadget parce qu'il trouvait chez les communistes que j'étais trop anarchiste. Donc c'était une explication idéologique. C'est entièrement faux. La vraie raison, elle est totalement capitaliste. C'est-à-dire que Pif Gadget publiant Corto Maltese, non seulement quand ça publiait Corto Maltese, il perdait 30 000 lecteurs, parce que les jeunes lecteurs n'y comprenaient rien. Donc un jour, profitant de l'absence du rédacteur en chef, qui avait toujours soutenu et qui avait deviné que Pratt était un génie de la bande dessinée, profitant de l'absence du rédacteur en chef, le directeur financier de Pif Gadget s'est dit, bah, tiens, on va arrêter cette série qui ne séduit pas les jeunes lecteurs. Donc ça s'est arrêté dans Pif, mais à ce moment-là, c'est-à-dire en 74-75, quand même, le talent de Hugo en France avait été suffisamment reconnu pour qu'à la naissance d'un mensuel qui s'appelait À Suivre, il commence à être publié en France et à faire la grande affiche du Festival d'Angoulême pour le numéro 2 d'Angoulême, ou numéro 1 même. Donc à ce moment-là, sa carrière est lancée en France, et puis ça va continuer. Quoi. Il a commencé à gagner comme ça. Voilà, et c'est comme ça que, et je retombe sur les aquarelles, qu'il a commencé à gagner sa vie, et puis là, moins lié à la production de planches de manière staccanoviste ou intensive, il a pu se lancer dans ce qui était une vraie passion, ce qu'il appelait l'eau sale, du reste, l'aquarelle, c'était de l'eau sale, et on le voit dans certains films, dans certaines vidéos, et ça c'était son bonheur d'auteur, jusque, moi je l'ai vu, y compris parmi les derniers moments de sa vie, et encore dans la clinique en Suisse, sur son lit, il continuait à faire des aquarelles. C'était son bonheur, une forme d'aboutissement pour lui, qui avait tellement fait de planches dessinées dans sa vie que tout d'un coup il passait à autre chose. Alors, je crois, une autre question. Excusez-moi, sauf de ma part, je crois qu'il y a 16 albums dans sa vie. Est-ce qu'il est resté une œuvre inachevée? Il n'a pas eu le temps de finir. Il a commencé à avoir des soucis de santé.
pas complètement inachevés, mais des essais de scénarios, quelques planches sur une nouvelle aventure de Corto Maltese, en particulier une suite à la jeunesse de Corto Maltese. La jeunesse de Corto Maltese avait été une commande d'un quotidien, une précommande d'un quotidien français aujourd'hui disparu qui s'appelait Le Matin, dirigé par Claude Perdriel, qui s'était pris de passion pour l'œuvre d'Hugo et qui lui a fait à l'époque un pont d'or pour qu'il publie la jeunesse en prépublication dans Le Matin, quitte à en faire plus tard des albums, mais à des conditions qu'aucun éditeur ne pouvait s'aligner. Et sauf que donc il y a eu la prépublication dans Le Matin, mais le quotidien s'est arrêté à un moment, alors qu'il devait y avoir une suite. Ça rejoint votre question. Donc il avait commencé à travailler à une suite de la jeunesse. Si vous regardez aujourd'hui l'album qui s'appelle La jeunesse de Corto Maltese, vous remarquerez que c'est un album très court. Si vous regardez, on a l'impression qu'il manque la moitié et qu'il y a toute une histoire où il quitte la Corée pour partir vers les mines du roi Salomon. Et donc il avait commencé à travailler cette suite, mais comme le Matin s'est arrêté, il n'y avait plus la prépublication. Il a commencé ensuite à prépublier dans À suivre, et cette histoire-là n'a pas été aboutie, si vous voulez. Il a fait quelques planches, mais c'est l'exemple de l'œuvre qui aurait dû continuer ce qu'on appelle aujourd'hui la jeunesse. Bon, d'accord. Je crois que oui, une dernière. Je voulais juste savoir s'il avait habité longtemps à Venise. Si, pardon. S'il avait habité longtemps à Venise. À Venise, il était. Oui, à différents moments de sa vie. D'abord, il y a la jeunesse, enfin la prime jeunesse, puisque entre toutes les années d'enfance, jusqu'à 12 ans, 27-37, pardon, où il va partir avec ses parents en Éthiopie, alors italienne, en 1937, mais les 10 premières années sont à Venise. Puis il revient avec sa mère comme réfugié civil d'Éthiopie en fin 42 jusqu'à 50. Là, il habite toujours Venise, où il part en Argentine. Donc, quand il revient, voilà. Et puis ensuite, il va louer un grand appartement à Malamocco pendant plusieurs années. C'est dans l'île du Lido. C'est la continuation vers Chioggia. Vers Chioggia. Toujours difficile pour un Français. Avec l'accent, c'est compliqué. Voilà. Et je crois qu'on peut passer aux éventuelles signatures. On a quelques minutes pour cela et aussi pour poser encore des questions lors de la signature. Merci beaucoup, Michel Pierre. Merci.